Avez-vous déjà entendu parler des prisons d'Ambanja, de Lebedeva, de Fresno? Non, probablement pas. Et pourtant, tous les jours sont commises dans ces prisons des violations des droits de l'homme, violences sur les détenus, humiliations, conditions de vie inhumaines, et j'en passe. Vous me demanderez comment un homme peut subir ça. Je vous répondrai que ceux dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas, ou plutôt pas encore, des hommes. Ce sont des enfants, des adolescents âgés de moins de 18 ans, des mineurs, comme moi, comme vous les lycéens. Comment est-il possible que malgré des lois, des contrôles réguliers et une convention internationale des droits de l'enfant signée et ratifiée par tant de pays, une telle violence soit quotidienne dans certaines prisons? Comment pourrait-on, aujourd'hui, dans cette salle, débattre sérieusement des droits de l'homme sans être certain au préalable que nous protégeons correctement les droits de l'enfant? Le mot enfant vient du latin infans, celui qui ne parle pas. C'est ce mot que notre langue a gardé parmi tous ceux employés par les Romains pour désigner les enfants. Il illustre bien le statut qu'a été celui de l'enfant pendant des siècles. L'enfant ne parle pas, ne donne pas son avis, il écoute et obéit. Longtemps, le père a eu tous les droits sur ses enfants. Droit de vie, d'abandon, de mort. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on commence à accorder de l'intérêt à l'éducation des enfants qui ne sont plus considérés comme des adultes miniatures. Au XIXe, cette prise de conscience augmente et enfin, au début du XXe siècle, apparaît la notion à proprement parler de droit des enfants. Les initiateurs en sont le Polonais Janusz Korczak et l'Anglaise Eglantine Jebb. Janusz Korczak, médecin pédiatre à Varsovie, est le premier à demander à la Société des Nations une charte qui codifie les droits fondamentaux de l'enfance. Il sera déporté en 1942 au camp de Treblinka avec les enfants juifs du ghetto de Varsovie qu'il n'a jamais voulu abandonner. Eglantine Jebb, fondatrice de l'Union internationale de secours à l'enfance, a écrit la première déclaration des droits de l'enfant en 1923, base de la déclaration de Genève de 1924. En 1945, la France rédige une ordonnance qui met en place les juges et les tribunaux pour enfants. En 1959, les Nations Unies adoptent à l'unanimité une charte des droits de l'enfant. En 1979, l'ONU, à l'initiative de la Pologne, met en chantier la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, qu'elle adopte en 1989. Elle est signée dans les années qui suivent par 192 pays, dont la France. Enfin, en 2000, le 20 novembre devient Journée mondiale de défense des droits de l'enfant. Cette prise de conscience au niveau international de la différence entre enfants et adultes est donc l'aboutissement d'une démarche qui s'inscrit dans la durée et qui a mobilisé un grand nombre de pays. Pourtant, dans cette convention, il existe 3 petits articles qui peuvent en remettre le fondement même en cause. Il crée des clauses d'exceptionnalité qui vont à l'encontre des ambitions de cette CIDE. Il laisse des marges de manœuvre très dangereuses aux États signataires. Il s'agit des articles 37B, 37C et 40. L'article 37B stipule que la privation de liberté d'un enfant doit se faire, je cite, en conformité avec la loi, être une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. L'article 37C précise que tout enfant privé de liberté sera, je cite, séparé des adultes à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
l'article 40 impose aux États, signataires ou non, signataires, de ne pas recourir à la procédure judiciaire dans le cas d'enfants chaque fois que cela est possible et souhaitable. Une mesure de dernier ressort, d'une durée aussi brève que possible, préférable dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tant que cela est possible et souhaitable. Qu'est-ce qui empêche un État de fixer comme il l'entend la limite à partir de laquelle on peut qualifier un emprisonnement de mesure de dernier ressort? Qu'est-ce qui empêche un État de préciser une durée d'emprisonnement qualifiée de brève? Qu'est-ce qui empêche un État de définir les situations dans lesquelles il juge ce qui est préférable dans l'intérêt supérieur de l'enfant? Qu'est-ce qui empêche un État de donner ses propres définitions du possible et du souhaitable? Je vous demande donc, mesdames et messieurs, ce qui empêche un État d'appliquer à un enfant les lois destinées aux adultes sous une apparente conformité avec la CIDE grâce à ces articles. Que me répondrez-vous? À vrai dire, rien. Car rien n'empêche ces États de faire tout cela. Ces articles contredisent le préambule même de la CIDE. Je cite, « Ayant à l'esprit la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant ». Ils en remettent le fondement même en cause en laissant la possibilité aux États d'élaborer des lois admettant un statut pénal des mineurs égal à celui des adultes. Je dénonce ces articles parce que ces textes ne sont pas tolérables. À cause d'eux, de nombreux enfants sont détenus dans le monde dans des conditions inacceptables. Des enfants dont je voudrais que, quel que soit leur délit ou leur crime, ils puissent être entendus, qu'ils puissent être, pour certains, jugés, pour certains, accompagnés, pour certains, soignés, pour beaucoup, tout simplement, traités comme des êtres humains. Je voudrais parler de Dimitri, 13 ans, détenu dans le quartier des mineurs de Lebedeva, Saint-Pétersbourg, Russie. Il est incarcéré en compagnie d'adultes condamnés dont il est devenu le souffre-douleur. Je voudrais parler de Malik et Nasser, qui, comme d'autres mineurs palestiniens, après avoir été jugés par des tribunaux militaires et avoir avoué souvent sous la pression, sont transférés menottés et chaînes aux pieds au quartier de haute sécurité de la prison de Tel Monde, à Tel Aviv. Je voudrais parler de ces jeunes de la maison d'arrêt d'Ambanja, à Madagascar, qui vivent à 20 dans une cellule de 10 mètres carrés. Les plus faibles dorment à même le sol, sans air sous des planches en bois sur lesquelles dorment les plus forts. Ils sont attaqués toute la nuit par les punaises et les rats. Je voudrais parler de ces jeunes arrivants à l'Elkhorn Correctional Facility de Fresno, en Californie. Dès le premier jour, ils sont terrorisés, humiliés, épuisés par les épreuves physiques imposées, fichés par les gardiens quand ils peinent à suivre le rythme de pompe qui leur est asséné. Je voudrais parler de Bruno, d'Alou, de Mohamed, qui sont mis en quarantaine car ils ont le sida ou bien la tuberculose. Ils ont pour seul médicament de l'aspirine. Qu'un homme soit maltraité dans une prison est déjà inacceptable. Mais un enfant maltraité, c'est un enfant en qui on imprime une défiance définitive envers la société. Un enfant maltraité, c'est un homme, une femme, qui ne pourra peut-être jamais plus vivre sereinement dans la société. Un enfant maltraité, c'est un enfant dont on entrave peut-être à jamais le développement physique et psychologique. Comment peut-on accepter ces systèmes qui tolèrent ces comportements purement répressifs,
qui pensent que la délinquance se traite par la violence, qui officialisent la loi du talion. Comment peut-on accepter que les États ne bannissent pas cette violence, ou pire, qu'ils l'acceptent et l'encouragent? Comment peut-on accepter que les États ne soient pas aptes à protéger les enfants dont ils ont la garde? C'est bien simple, mesdames et messieurs. C'est inacceptable. Contraire aux droits de l'enfant et à plus forte raison aux droits de l'homme, dont ils sont la base et l'école. Notre nation elle-même est en train de mettre en place une politique de répression, certes plus modérée que dans certains autres États, mais néanmoins bien présente. Il existe en France des établissements pénitentiaires pour mineurs, qui ont été créés dans le but de renforcer le dispositif d'accueil des mineurs délinquants. Les bâtiments sont entourés d'enceintes de 6 mètres de haut, afin d'être autant, je cite, un élément de sécurité essentiel que d'être porteur de la symbolique de la détention, tant pour les détenus que pour le public extérieur, d'après la plaquette du ministère de la Justice. Un suicide y a eu lieu en février 2008. Il y a donc une véritable et explicite volonté d'isoler ces jeunes au sens premier du terme, mais aussi aux yeux de la société. J'en veux pour preuve ces élèves d'établissements de réinsertion scolaire qui n'ont pas le droit de croiser des élèves dits normaux pendant 1 an. Sans vouloir faire preuve d'angélisme, ces exemples montrent un climat qui règne sur la France. Un climat ambigu qui commence à remettre en cause certains fondements de la CIDE et de l'ordonnance de 1945. N'ai-je pas lu que parmi les principales dispositions de la future loi sur la sécurité, le parquet pourrait poursuivre un mineur devant le tribunal des enfants, sans passer par le juge des enfants? La France, notre pays, pays des droits de l'homme et précurseur du droit des enfants, se doit d'être un modèle sur ce point. Alors, pour que la France bannisse toute forme de lieu assimilable à une prison pour les enfants, pour que les droits de l'enfant et les droits de l'homme soient respectés partout dans le monde, pour que les États adoptent des politiques et des lois spécifiques aux enfants, je demande que les articles 37B, 37C et 40 de la CIDE soient revus, afin que toute politique assimilable à une politique pénitentiaire dans le cas d'enfants soit exclue au bénéfice de politiques de prévention, d'éducation, de réinsertion. Je demande que ces articles soient modifiés afin que la Convention internationale des droits de l'enfant puisse devenir une convention universelle des droits de l'enfant, à l'image de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci d'avoir témoigné à Dimitri, Malik, Nasser, Bruno, Alou et Mohamed l'attention dont ils ont besoin. Merci.